L'organisation de la mission scientifique a été confiée au naturaliste Marc Ganzuana. Marc vit à Madagascar depuis 15 ans. C'est un homme de terrain. Mais une expédition à Namoroka ne s'improvise pas. Elle a nécessité des mois de préparation, une étude des cartes satellites et prend fin par un indispensable repérage aérien. Bon, on va faire un survol général, ça c'est sûr. Mais il y a vraiment 3 points, 3 zones que je voudrais prospecter. Donc ça, le carrefour et cette enclave forestière. Ok. Allez, c'est parti, super. Séparée de l'Afrique par le canal du Mozambique, Madagascar est une île au relief tourmenté. L'exemple le plus spectaculaire s'appelle Namoroka. Secoué par les masses d'air chaud qui émanent du massif, Marc saisit en plein vol les premières images d'un plateau calcaire brûlant de 220 km² sur 100 mètres d'épaisseur. Namoroka est quadrillé de profondes artères qui s'entrecroisent et se perdent à l'infini. Un monde si torturé qu'il semble impénétrable. Six mois plus tard, après avoir parcouru 800 km en 3 jours depuis la capitale malgache, Marc et ses équipiers atteignent enfin Soalal, petit bourg de pêcheurs sur la côte ouest. Parti en éclaireur, Marc ouvre la voie de l'expédition. Bientôt, matériel et chercheurs suivront sa trace. La route s'arrête ici. Pas d'autre choix pour atteindre Namoroka que de franchir un obstacle de taille, la baie de Bali. Il y a des signes qui ne trompent pas. La marée est au plus haut, mais le bac qui assure quotidiennement la traversée n'embarque ni matériel ni passagers. Tout peut arriver à Madagascar. L'imprévu ne fait pas partie du quotidien, il est le quotidien. Marc va devoir gérer cet imprévu et s'en accommoder comme il le pourra. Après avoir été réparée des dizaines de fois, la pompe à eau du vieux moteur a rendu l'âme. Et comme un coup dur n'arrive jamais seul, le gouvernail lui aussi est hors service. C'est pas évident qu'on puisse partir aujourd'hui. Le gros souci, c'est d'être sûr que le bac soit réparé. Tout le monde arrive, on a les 2 camions de logistique, la douzaine de véhicules qui va amener les scientifiques sur site dans moins d'1 semaine. Et au rythme où ça va, rien n'est moins sûr qu'on puisse traverser. Et dans le contexte actuel, la difficulté du terrain fait que j'ai aucune autre solution si le bac n'est pas réparé. À 150 km de Soalal, les 2 camions qui transportent le matériel nécessaire à l'expédition sont en route. « 2500 litres d'eau, 800 kg de nourriture et plusieurs tonnes de matériel sont acheminés par la piste. Aucun engin d'une taille si imposante ne s'est aventuré dans la région. Il est 7h30, il fait nuit depuis un petit peu plus d'1 heure. On a perdu du temps avec une crevaison et puis là dernièrement un petit flexible pneumatique
Il nous a retardé, ce qui fait que on doit faire encore environ 3 heures de route de nuit. Est-ce que ça passe là? Elles sont où ces traces? Je ne les vois pas. Après, c'est les pneus arrière qu'il faudra regarder. De nuit, rouler en pleine brousse est une épreuve à haut risque. Pierre, qui dirige le convoi, joue la prudence et progresse à pas d'homme. À Soalal, l'avenir de la mission repose maintenant sur les épaules de Monsieur le maire. Il faut motiver les troupes, en particulier le chef mécanicien qui dormait déjà. Et il faut trouver un système temporaire pour qu'il puisse passer. Et après, on réglera le problème définitivement. On se voit demain matin? On se voit ici demain matin? On départ là-bas? Ok, merci. Le maire a tenu sa promesse. Les hommes ont travaillé toute la nuit pour qu'au petit jour, le bac puisse enfin naviguer. Il n'y a plus qu'à espérer que les réparations tiennent bon. Le bac hors service contraignait tous les habitants de la région depuis 2 semaines. À présent, des dizaines de villageois peuvent livrer leurs marchandises à Soalal. En l'absence de route bitumée, c'est une île tout entière qui souffre en silence. Tout se transporte encore grâce aux zébus, l'animal le plus précieux des paysans malgaches. Les charrettes que les animaux tirent ont modelé les pistes, creusé d'étroits et profonds sillons qui les rendent impraticables. Alors les 4x4 doivent se frayer leur propre chemin. Septembre marque la fin de la saison sèche. Il fait plus de 40 degrés à l'ombre. L'Opplurus cuvieri, qui ne vit qu'à Madagascar et aux Comores, est un habitué des grosses chaleurs. Mais tous les animaux n'ont pas cette chance. Les lémuriens propithèques de Deken, appelés sifaka, souffrent du manque de nourriture fraîche et se contentent de quelques feuilles séchées. Comme tombés du ciel dans la savane herbeuse, d'énormes blocs de pierre déchiquetés sont des indices prometteurs. Le massif de Namoroka ne devrait plus être très loin. Les hommes et les mécaniques ont souffert. 65 km les séparent maintenant de Soalal. Marc décide d'en rester là et de monter un camp avant que la nuit ne tombe. Son premier objectif est atteint, se rapprocher le plus possible de la partie est du massif. Dès l'aube, Marc se rend à Villanandro, petit village en bordure d'Etzing. Est-ce qu'il y a un site, un endroit dans le massif, autour du massif? Pas question de s'aventurer seul dans le massif. Il faut trouver un guide. Et le meilleur d'entre eux s'appelle Moril. Ça grimpe? On monte là? Ah ouais, d'accord. Directement. Waouh, ça coupe. Incroyable. Je te suis, Moril, là. Je vais pas m'aventurer tout seul là-dedans. Waouh.
Oh, c'est magnifique, c'est un canyon ça? En malgache, tsing signifie marcher sur la pointe des pieds. Coupante comme une lame de rasoir, la roche calcaire appelée karst est terriblement dangereuse. Ce site, tant redouté par les explorateurs, naît il y a 160 millions d'années, lorsque Madagascar se sépare du Gondwana, le supercontinent. À cette époque, le niveau des mers est au plus haut. Des sédiments s'accumulent et se compactent. Et puis la terre se soulève. Le vent et les pluies tropicales entament leur travail d'érosion. Les grès disparaissent, mais la couche sédimentaire résiste, puis finit par se dissoudre. Elle façonne aujourd'hui ce relief tourmenté, unique au monde. Au beau milieu de ce chaos minéral, les plantes xérophiles ont su s'adapter, comme ces pachypodiums, plusieurs fois centenaires, dont le tronc en bouteille constitue un réservoir d'eau. Dans la journée, le creux des lames dénudées est un refuge pour nombre d'espèces, comme cet engoulevent, qui dort à même le sol, en tenue de camouflage. Ah oui? En bordure des Tsing, un monumental réseau de grottes éventre ce que les spécialistes appellent l'endokarst, la partie souterraine du karst. Génial, ça commence fort. Allez, super. On va bien les crocher, hein. On va peut-être en croiser une. La propriétaire de la mue, de cette peau. L'équipe progresse lentement. Elle découvre un labyrinthe de galeries creusées par les eaux qui s'infiltrent dans tout le massif à la saison des pluies. Éblouis par les lampes frontales, des centaines de chauves-souris jaillissent des anfractuosités du plafond. Durant des siècles, leur royaume est resté paisible et inconnu. De retour à l'air libre, l'équipe trouve le chemin de la sortie par l'une des innombrables failles qui cisaillent le massif. Pour Marc, il est temps de retrouver le point d'eau qu'il avait repéré par avion 6 mois plus tôt. Une eau vitale et indispensable à l'hygiène de vie de tous les membres qui participeront à la mission. C'est ça le point d'eau? Oui. C'est complètement sec là. Oh là là, on peut rien faire là. C'est pas un point d'eau permanent? C'est de la boue, même pas. C'est la première fois que vous le voyez comme ça? Pas d'eau, pas de camp, hein, c'est pas possible. Ouah, je peux rien faire là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise là? On repart à zéro. Ah, c'est une grosse déception. C'est à sec. A priori, il n'y a rien d'autre dans le coin. Pas un point d'eau. Et encore une fois, je ne peux pas envisager un camp si j'ai pas accès à l'eau. C'est pas possible. On va être avec le staff une 60aine sur site. Il est hors de question qu'on amène tout le monde si on est sur un espace de désolation comme celui-ci, quoi.
À 2 jours de Namoroka, Pierre et son équipe logistique multiplient les arrêts. Malgré eux, ils laissent à Marc un peu de répit pour trouver une solution. Soit on peut tous faire une partie de la route dans le camion, soit on est tous obligés de marcher à côté. On peut uniquement monter quand la route est plate. Vous pouvez partir à pied alors. On vous prendra sur la route. C'est encore loin, on va perdre du temps. Et on remonte sur la même piste ou sur une piste sur le côté là? La même piste? La même piste. Pourquoi on a fait 5 km dans ce sens-là si ça sert à rien? Non, c'est juste à côté. Ah bon? Allez. À quelques jours de l'arrivée des camions, Marc doit tout remettre à plat, réétudier les cartes, trouver un nouvel emplacement pour le camp. Sur la partie nord-ouest du massif, on a une zone à proximité du village de Namorouk où on pourrait trouver une source d'eau permanente, peut-être des accès, mais c'est bien ça qu'il va falloir valider, des accès dans les canyons profonds à l'intérieur du massif. Le gros souci, c'est que c'est beaucoup plus loin que le site que j'ai prospecté ces derniers jours ici sur la partie est. Il va maintenant falloir valider le fait de pouvoir s'y rendre. La piste est si peu fréquentée que personne ne connaît son état. Chaque année, la saison des pluies modifie son tracé. De nouveaux obstacles apparaissent. De quoi mettre les nerfs à rude épreuve. Vu du ciel, tout paraît si simple. En réalité, il aura fallu 9 heures de voyage pour venir à bout des 45 km de piste. Pour entendre, au bout du monde, les cris et les rires des habitants de Namoroka. Salama. 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 Bonjour. Bonjour. Salama. Ça va? Ah. Wow. C'est génial. Quel accueil. Il faut à nouveau monter un camp. La route fut épuisante, mais la récompense est inespérée. De l'eau à profusion. Une eau vitale pour tous les habitants de Namoroka. Un soulagement pour Marc et ses compagnons.
En remontant les sources de la rivière Andriabé qui alimente le village, Marc espère pénétrer le plus loin possible à l'intérieur du massif. Les hommes sont repérés. Les Sifaka ont donné l'alerte. Ce hoquet répété émis par la gorge trahit leur inquiétude. Victimes de la déforestation et du braconnage dans tout Madagascar, ces magnifiques animaux vivent ici en sursis. Une résurgence en pleine forêt. Après 5 heures de marche, les hommes sont aux sources de la rivière Andriabé. Allez, dis donc, Simon. Regarde ça. On est à 2 km à l'intérieur du massif. Franchement, je ne pensais pas aller si loin. Si on est à l'intérieur du canyon, ça veut dire que les scientifiques ils vont pouvoir aller, à 4 km, 5 km, peut-être plus à l'intérieur du massif. Ah, c'est génial. Alors ça, c'est une vraie bonne nouvelle. À Soalal, les réparations du bac ont tenu bon. Le premier camion de 10 tonnes a pu gagner la berge. Reste un second camion de 13 tonnes à débarquer. Non mais t'as vu? C'est vraiment très glissant. Grâce au téléphone satellite, Marc a donné ses instructions. Plus question d'aller à l'est du massif, cap à l'ouest, sur le village de Namoroka. Après une journée de route, Pierre et ses équipiers étaient sur le point de souffler. Mais à 300 mètres du village, les camions ont dû quitter la piste et se sont fait piéger par une rizière quadrillée de profonds canaux. Bon, là, on est en train de faire les 300 derniers mètres. Imaginez-vous, 5 jours de voyage. 300 mètres. Il nous a fallu tout à l'heure quasiment une après-midi, une demi-journée pour faire 5 mètres. Voilà, il y a un autre petit passage devant, là, un petit peu hard. Voilà, tranquillement. Ah, tranquillement, c'est pas si sûr que ça. Tout droit, tout droit. Tout droit. On va faire un essai parce que ça s'enfonce un petit peu. Installer un camp pour plus de 60 personnes en pleine forêt n'est pas une mince affaire. On est dans l'axe là. Et puisqu'il faut bien commencer par quelque chose, ça sera les toilettes. Des toilettes dites sèches, 100% écologiques. Avec en prime l'assurance d'une intimité garantie. Là. Au total, les hommes ont débarqué 5 groupes électrogènes, 2 congélateurs de 500 litres, monté un abri de stockage,
3 tentes militaires de 60 mètres carrés, un laboratoire de campagne, débroussailler, fabriquer des ponts, déployer 35 tentes pour les scientifiques, les guides, les chauffeurs. Il est temps pour l'équipe de chercheurs de prendre la mer au port de Majunga. Ils sont botanistes, entomologistes ou herpétologistes. Tous ces spécialistes des plantes, des insectes et des reptiles connaissent Madagascar. Mais explorer Namoroka sera un défi, une mission inédite et unique dans une vie. Marc peut enfin accueillir les nouveaux arrivants. Le voyage fut très éprouvant pour chacun d'eux. Certains préfèrent souffler un peu, en silence. D'autres, les traits tirés et le visage recouvert de poussière, partagent déjà leurs premières impressions. Mais pour tous, la joie de se retrouver ici est intense. Chaque jour et jusqu'au terme de l'expédition, les scientifiques se réuniront midi et soir autour de la grande table, sous l'œil attentif du chef de la mission, l'entomologiste Thierry Bourgoin. Marc supervisera les groupes de travail, encadrera les guides, répondra aux besoins de chacun. Quelque part à Namoroka, dans une case dissimulée par un écrin de verdure, le roi du village attend les nouveaux arrivants. Comme la tradition locale l'exige, les étrangers doivent prêter allégeance au roi, purifier leur corps et leur âme. À ces seules conditions, ils pourront explorer le massif. Nous sommes ici pour demander votre permission de fouler votre terre au roi. Nous déroulons notre natte. Voici l'alcool rouge. Ces étrangers vont entrer dans le massif. Ils vont y faire des recherches. Qu'ils restent en vie, qu'ils se conduisent bien, qu'ils mènent à bien leur projet et qu'ils réussissent leur mission, et nous aussi qui les accompagnons. Et que soit bénie cette assemblée. Enfin, c'est le grand jour. Les premiers pas vers l'inconnu sont souvent difficiles, parfois maladroits. Mais tous ces chercheurs sont expérimentés. Leur aventure n'en sera que plus exaltante. Avant d'explorer le cœur des Tsing,
les scientifiques ont décidé de s'intéresser à la faune et à la flore qui bordent le massif. Faut-il le redire, rien n'a été prospecté ici, ou si peu. Tout est à découvrir, inventorier et classé. Et la tâche est immense. Les entomologistes sont déjà à pied d'œuvre et déploient tout leur savoir-faire en quadrillant la forêt de leurs pièges à insectes. Non, t'as celle-là du haut et j'ai les deux du bas. Et ben on est bon. T'as dit que t'avais du scotch? Ouais, ça va nous aider là. Parce que ça va bouger ça. Ces pièges, appelés pièges malaises, ont été conçus en laboratoire. Reste à régler les derniers détails et le piège dit de fenêtre sera opérationnel. Le piège de fenêtre, c'est un piège d'interception comme les pièges de malaise. La différence, c'est que l'insecte qui tape dans le piège fenêtre, il tape et il se laisse tomber dans l'entonnoir, et donc dans le petit pot qui est au bout de l'entonnoir, là, qui va permettre donc de récolter les insectes qui passent. L'avantage de ce montage, c'est qu'il est extrêmement léger, très facile à monter, donc voilà, on peut le trimballer partout, on peut le mettre relativement haut. Bingo! Comme beaucoup de chercheurs de terrain, Eric a dû développer au fil des missions un certain nombre de compétences étonnantes. Alors je monte, je monte avec voilà, la longe. Pour poursuivre ses recherches, il s'est formé comme les élagueurs à la technique très exigeante de grimpe dans les arbres. Allez, c'est parti. Voilà, super. Sous la canopée, Eric stabilise le piège qui restera, comme des dizaines d'autres, suspendu à 20 ou 30 mètres du sol durant toute la durée de la mission. Au plus profond de la forêt, le Koua géant a entendu les pas d'un intrus. Ce sont ceux de Gernot Kunz, entomologiste de l'Université de Graz en Autriche. Gernot est venu à Namoroka pour photographier tous les organismes vivants observés durant la mission. La photographie et la forêt tropicale sont ma vie. J'ai passé beaucoup de temps dans ce milieu. Et j'ai l'avantage du terrain, bien sûr. Car mon père m'avait déjà guidé dans cette direction. Je prends sa suite, en quelque sorte. C'est au tour d'un lépilémur, petit lémurien nocturne de 900 grammes, d'entrer dans le viseur de Gernot. Dans cette zone, à Namoroka, 95% des espèces ne sont pas encore décrites. Et il est très important de faire des photos des animaux dans leur milieu naturel, car elles peuvent servir pour la première description de l'espèce, pour la publication. Avec les photos macro, nous avons la couleur originale dans la nature. C'est essentiel pour la description de l'espèce. Il est très important de connaître et de décrire les espèces. Car une fois qu'elle est décrite, on peut alors la présenter au grand public et la protéger. J'ai un principe. On protège uniquement ce que l'on connaît. Namoroka est une ode à la vie. À l'image de Felsuma, un petit gecko qui, dépourvu de paupières, dépoussière ses yeux. De cette menthe religieuse qui dévore un grillon et attise la convoitise de ses congénères.
de cet élégant papillon, Junonia radama, qui se dort au soleil. Ou bien encore de ce réduve masqué, qui lisse ses antennes avec une grâce infinie. Ou de cette étonnante sauterelle-feuille, au mimétisme parfait. Enfin, presque parfait. Chercheur au muséum, le docteur Ivan Inesh est le seul herpétologiste de la mission. C'est un spécialiste mondial des lézards et des serpents. Son but, capturer les animaux afin de réaliser un inventaire de toutes les espèces présentes à Namoroka. Pour les reptiles, il existe différentes techniques. L'une, c'est tout simplement la collecte à vue, c'est-à-dire qu'on se promène, on fait des kilomètres, on marche, et puis aussi bien de jour que de nuit. Et puis à côté de cette collecte à vue, il y a une autre technique qui s'appelle les pièges à peau. Ces seaux, on les met à ras du sol et les animaux, lorsqu'ils se déplacent, eh bien, ils tombent dedans. Là, on attrape les petites bêtes qu'on ne voit pas forcément à l'œil nu, qui sont très discrètes et qui vivent dans la litière. Ce gros lézard commun, un zonosaure à large queue, ne tombera pas dans le piège. En revanche, après plusieurs jours de patience, un animal très rare est apparu au fond d'un seau. Du genre Brookesia, voici le plus petit caméléon du monde. Cette découverte est d'autant plus exceptionnelle qu'il s'agit là d'une nouvelle espèce. Un animal qu'aucun chercheur n'avait pu observer à ce jour et qui n'a pas encore de nom. On va tenter une grande première qui est de faire du piège dynamique à insectes avec un drone qui va venir voler au-dessus de la canopée avec un petit filet suspendu en dessous. Donc une fois que ça, on sait que ça ne touche pas les arbres. Pour collecter les insectes les plus inaccessibles, les entomologistes ne manquent pas d'imagination. Thierry mise sur l'innovation avec l'aide de Sylvain, commandant de bord dans le civil, et aujourd'hui pilote de drone. Là, on a un drone qui va parcourir d'une grande distance, toujours la même, tous les jours à la même heure, et on va pouvoir comparer un petit peu dans le temps ce qui se passe. Voilà. Tu vois, là, on est à l'abri du vent, ça va mieux. On ne sait pas vraiment ce qu'on va trouver avec ce piège dynamique. Alors on a bien sûr quand même quelques idées. On s'attend à trouver des hyménoptères, hein, le groupe des guêpes, des abeilles, etc. On s'attend à trouver des papillons, beaucoup de diptères, les mouches. On a quelques idées, mais bon, on espère vraiment de bonnes surprises. Dans ce vaste territoire, le drone s'est imposé au fil des jours comme un fantastique outil de prospection au service de la science. D'une portée de plusieurs kilomètres, l'engin a repéré un arbre énigmatique au sud du massif. Il est à 1,2 km. Bon, ben voilà, on n'était pas si faux. On est pratiquement plein est. Alors là, il a disparu dans la canopée. Non, il est là. Une équipe de botanistes est dépêchée sur place. Cette découverte est pour le moins intrigante. Tu as la possibilité de zoomer un peu? Ouais. Zoomer sur quelques-unes. Ouais, c'est plutôt là. Ça donne vraiment envie d'y aller parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que c'est, mais on sait que c'est très très intéressant. Je crois que parmi tous les botanistes, on n'a pas vraiment d'idée quelle espèce il s'agit. Pour atteindre l'arbre, les scientifiques et leurs guides doivent affronter les premières barrières karstiques du massif. Enfin, il est là, gorgé de fleurs et d'insectes. Eric, pour grimper, c'est faisable ou pas? Écoute, ouais, tout à fait. Je peux même m'ancrer tout à fait en haut.
Là, je suis pile poil sur l'axe. Hein. Bon. Mais ça ressemble à rien qu'on connaisse. Non. Les botanistes s'interrogent. L'échantillon prélevé ressemble à une plante qu'ils connaissent déjà, nommée Erythrosiphon, de l'espèce Hildegardia. Problème, les fleurs de cet arbre sont rouge sang, tandis que celles-ci sont oranges. Par rapport au pollinisateur, le nectar est dans le calice. Ouais, je crois. Il attrape au passage. Mais ça va être... Autre indice troublant, le pollinisateur d'Erythrosiphon est un petit passereau de la taille du colibri, le swimang. Ici, aucun doute possible, ce sont les abeilles mélipones qui assurent la fécondation des fleurs. Alors, point GPS, bien sûr. Et puis, je vais noter les différentes informations dans mon carnet de récolte. Il faut s'imaginer, en fait, que la personne qui va voir cet échantillon en herbier ne sait absolument pas d'autre chose que ce qu'elle a sous les yeux. Donc, sur une étiquette, on va lui marquer. On a apporté quelques jolies fleurs pour toi, Lucille. Eh ben, merci beaucoup. Ça, tu me fais un très beau cadeau. Ce soir, l'éminente botaniste Lucie Lalorge fête son anniversaire. Les chercheurs n'en oublient pas pour autant leur travail et s'interrogent sur cet étrange bouquet de fleurs. Et puis, le fruit, là, c'est pareil aussi, ça diffère complètement celui qu'on connaît à l'encarne. Mais il y a encore du travail à faire dans l'herbier, comparer les échantillons déjà existants pour confirmer tout ça. Bah écoutez, c'est mon anniversaire, je suis ravie. Voilà. La nuit promet d'être longue, car ce fameux arbre orange n'a pas fini de faire parler de lui.